Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. Aujourd'hui, nous sommes avec Fadi Kassem, Sciences Po, Gilets jaunes, enseignant, agrégé d'histoire. Et le but de la vidéo, c'est d'échanger avec lui sur ce que pourrait être l'État une fois un changement de système et non pas de régime advenu. Qu'est-ce que ça pourrait être l'État si le 1er décembre 2018, le processus Gilets jaunes avait continué de façon encore plus insurrectionnelle? Bah déjà, j'ai envie de dire, tu parles du 1er décembre 2018, hein, ça aurait pu être une date historique, il faut quand même le signaler. C'est le moment où on assiste à la décomposition de celles et ceux qui sont à la tête du pays, de l'État, dans les rouages de l'État. Notamment, les forces corrompues, on le voyait, elles ont eu peur. Macron le premier, il a foutu le camp de l'Élysée. Il faut partir de ce point-là parce que ça veut dire que c'est une volonté de réappropriation. C'est une volonté de réappropriation du pouvoir, en fait, de démocratie. C'est-à-dire un État démocratique. L'État, encore une fois, est avant tout un outil. Mais un outil, la question qui doit se poser, c'est qui le contrôle? Et très clairement, l'État souverain, il n'existe plus. Il n'est pas sous le contrôle des citoyens, des travailleurs, il est sous le contrôle de qui? Du MEDEF, mais ça fait un petit moment, de l'Union européenne, à travers la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, etc. Les grandes institutions financières internationales, ce qu'on appelle les IFI, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, etc. L'OMS? Oui, oui, en tout cas, tout un ensemble d'éléments, si tu veux, qui, clairement... Les loges francs-maçonnes? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça existe. Une chose est sûre, ça existe. Chaque président y va. De toute façon... Et le dîner du siècle, regarde le dîner du siècle. Et on peut aller plus loin. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui, au-delà, pas le siècle, et puis tu as ce qu'on appelle la Fondation franco-américaine, la French American Foundation. Avec les Young Leaders. Avec les Young Leaders, c'est-à-dire des gens qui, très clairement, n'ont aucun sens de l'intérêt général pour le pays. C'est pour ça que derrière l'État, il faut toujours un mot. Donc déjà, l'État-nation. Comme la nation, en définitive, c'est le peuple, hein, c'est ce que disait Georges Politzer, déjà, il faut que l'État soit dans le cadre de la nation. Or, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que Macron défend un État fédéral européen, c'est-à-dire qui échappe au contrôle de la nation, donc qui échappe au contrôle démocratique. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réapproprier ce cadre-là. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, le deuxième élément, c'est reconstruire sur des bases publiques, d'intérêt général, donc ce qu'on appelle par exemple les services publics, etc., reconstruire à travers le contrôle des moyens de production, avec dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, des nationalisations, c'est le mot nation, dans un premier temps, sous contrôle démocratique des travailleurs. L'idée étant d'aller vers la socialisation. Alors, quelle est la différence entre nationalisation et socialisation, on va dire au hasard, du LCL? On prend comme cas d'école le LCL, puisqu'il y a eu des gilets jaunes qui l'ont envahi en décembre 2019, avec un ordre de réquisition au nom du peuple français. Ok, nationalisation, quelle est la différence pour le LCL et ses employés et ce que ça produit en services financiers? On a encore besoin des banques, mais alors des banques nationales ou des banques sociales? Comment ça s'organise tout ça? La nationalisation, là encore, c'est un outil. C'est-à-dire, il y a l'idée que c'est désormais le public qui va contrôler l'essentiel d'une boîte, d'une société, d'une entreprise. L'essentiel ou la totalité? Pas forcément la totalité, ça peut être juste être l'essentiel, mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait la nationalisation et dans quel but. Et je dis ça pourquoi? Parce que même les prédateurs, ils ne sont pas contre des nationalisations à une condition, c'est que ça renfloue leur caisse, si tu veux, ça renfloue leur caisse, et ça fait que une fois que les caisses ont été renflouées, un grand groupe en faillite, etc., on le reprivatise. Donc ça, c'est une nationalisation qu'on pourrait qualifier de bourgeoise, etc. Ce qui compte, c'est que cette nationalisation s'effectue sous le contrôle des travailleurs qui vont refuser que ce soit de grands actionnaires privés qui continuent de contrôler la boîte et que le contrôle du capital, le contrôle des moyens de production passe justement sous la main des travailleurs, etc. Donc ça, c'est la nationalisation dans le sens où c'est l'État qui va permettre d'arriver à ce premier résultat. Et dans un deuxième temps, il y a l'idée que de toute façon, on peut aller vers la socialisation, c'est-à-dire que l'État va progressivement dépérir, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire laisser s'organiser de manière autogérée, en quelque sorte, la gestion des travailleurs directement, la boîte, alors bien sûr en lien avec
des spécialistes, appelons ça comme veut, ou des représentants d'une autorité publique, mais sous contrôle, bien entendu, avec des citoyens, etc. Et c'est là où on passe à la socialisation. C'est le deuxième temps. Les coopératives de salariés associés. Exactement. D'accord. Par exemple, pour Amazon, il y a des Gilets jaunes, et le syndicat Gilets jaunes a posé sur la table leur projet de transformer Amazon Lille, Senlis et Brétigny-sur-Orge, dans un premier temps, en coopérative de salariés associés. Pour toi, ils ont brûlé une étape ou pas? Tu peux passer directement à une coopérative. Le problème, c'est qu'il faut regarder l'infrastructure, la grande infrastructure économique, etc., juridique. Est-ce qu'elle te permet de tenir? On sait très bien qu'à l'heure actuelle, à un moment donné, enfin pas qu'à l'heure actuelle d'ailleurs, pour que ta coopérative marche, bah, il faut de l'argent, il faut des moyens. Or, qui contrôle l'argent? Voilà le problème de fond. Qui contrôle l'argent? Et ça, c'est un problème infrastructurel. Rothschild? Bon. Vanguard? Donc, si tu t'attaques pas aux structures de pouvoir, à toute échelle quelle qu'elle soit, c'est-à-dire aussi bien nationale, le MEDEF, etc., que supranationale, la Banque Centrale Européenne, le FMI, bah, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Dans un premier temps, tu vas pouvoir contrôler rapidement ta petite scope, mais ensuite, comme d'habitude, il va y avoir mise en faillite, fermeture du robinet, tu passes devant la justice qui va dire ah, bah, vous ne pouvez pas vous renflouer, tant pis, et l'État, contrôlé par la bourgeoisie, ne veut pas vous donner les fonds. Donc tant pis pour vous. Quand tu dis bourgeoisie, c'est les puissances de l'argent? Bien sûr, hein, c'est les forces prédatrices du capital. Et il faut quand même le signaler parce que dès lors, si on ne s'empare pas des leviers, des moyens de production, du pouvoir en quelque sorte, eh bien en réalité les scopes sont condamnés. Et d'ailleurs on assiste souvent à ça. Des tentatives de sauvetage un peu désespérées qui marchent un petit peu dans un premier temps, mais une fois que c'est plus médiatisé, au fur et à mesure, les moyens diminuent, la possibilité d'action diminue, la possibilité de décision diminue, et finalement on débouche sur le résultat final que l'on connaît. Donc sans attaque, sans véritablement projet de contrôler les grands moyens de production, et quand je dis ça, je parle des citoyens, des travailleurs, etc., on est condamné à subir et à avoir un semblant d'autonomie et de liberté très ponctuelle, temporaire, qui ne peut pas durer. Comment tu verrais l'articulation du pouvoir en autogestion, en autonomie, en intelligence collective, des municipalités, des communes, des mouvements qui pourraient peut-être amener à des constituantes municipales, etc. Et un pouvoir très fort, centralisé, qui lui combattrait les puissances d'argent au niveau international. Parce que c'est vrai qu'on se dit, même des communes ou des conglomérats de communes qui prendraient leur autonomie, c'est compliqué pour elles de combattre la puissance de Rothschild. Par définition. Alors qu'un État qui redécouvrirait en fait sa mission première de protéger le peuple est plus à même de combattre efficacement Rothschild. Mais comment en fait articuler à la fois ce centralisme opérationnel pour avoir des résultats contre les forces prédatrices de l'argent et la nécessaire légitimité du municipalisme, de l'autonomie, d'autogestion des communes. Comment ça s'articule ça? Et comment ça s'est articulé dans le passé? Comment ça s'articule maintenant? Ça ne s'articule pas du tout, mais comment ça pourrait s'articuler? Ça risque pas de s'articuler aujourd'hui, puisque de toute façon, les communes sont englouties dans des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, c'est-à-dire en fait une grosse commune qui exerce le pouvoir sur l'ensemble des petites communes qui sont autour, qui n'ont aucun pouvoir de décision. C'est des baronnies, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça le problème. Tu parlais du terme de centralisme, moi j'ajouterais derrière l'adjectif démocratique. Il est quand même important, parce que il y a deux pièges. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, le fait du municipalisme total, c'est-à-dire il ne faut pas de coordination à un niveau, alors en l'occurrence national, laissons faire absolument toutes les communes librement, etc. Sauf qu'à un moment donné, si elles veulent agir comme ça, il y a un risque, c'est qu'elles ne puissent pas gérer des affaires fondamentales pour leur survie, leur protection, c'est-à-dire au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de l'armée, et puis au travers aussi de la garantie de très grands principes pour le bien commun, le bonheur commun, etc. Parce que, il ne faut pas l'oublier, des types qui pourraient prendre, qui posséderaient du pouvoir, qui contrôleraient un pouvoir à un niveau supracommunal, j'utilise le mot, mais seraient capables de détruire une commune qui se lancerait dans des expériences d'autogestion un peu trop ambitieuses. Donc de ce point de vue, le centralisme, s'il existe, alors il doit être démocratique, c'est-à-dire sous le contrôle aussi, inversement,
des communes. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que les communes doivent posséder le pouvoir de contrôler leurs représentants nationaux, de contrôler les représentants nationaux, et en particulier en demandant des comptes, très concrètement, sur l'activité qui est menée en faveur, oui ou non, de la liberté communale, en faveur, oui ou non, de l'autogestion, à partir des principes qui ont été d'ailleurs définis collectivement. Dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable aussi de distinguer les domaines de compétences. Non pas d'ailleurs qu'ils seraient parfaitement séparés forcément, mais au moins il y aurait clairement une priorisation et une hiérarchisation. Je signale d'ailleurs que c'est effectivement pas nouveau cette logique. J'ai parlé de centralisme démocratique, beaucoup pensent souvent que ce sont les bolcheviks qui l'ont mis en place. En fait, ce n'est pas du tout les bolcheviks, puisqu'il suffit de lire des discours de révolutionnaires. Il suffit de lire des discours de révolutionnaires comme en mai 1793, où, pour le citer, en l'occurrence, il s'agit de Robespierre, explique que, par définition, il faut laisser le maximum de liberté et d'initiative aux communes et aux familles, et que l'administration générale, les affaires de l'administration générale doivent être gérées au niveau national. Parce que si, en revanche, au niveau national, on gère beaucoup trop des éléments qui ne devraient pas être gérés par l'État, eh bien, il y a un risque de, justement, de livrer la population aux ambitions, à la tyrannie et à l'arbitraire. Voilà le grand danger. Là, tu parles, au niveau du centralisme démocratique, du mandat impératif et révocatoire. Oui. Oui, parce que de toute façon, on va être très clair, lorsqu'on se retrouve à un niveau national, on est un délégué. On a un délégué avec un mandat. Bon, à partir du moment où on est délégué avec un mandat, on doit tenir ce mandat. Je signale d'ailleurs que c'est pas nouveau. Si on remonte dans l'histoire, il suffit de, très très loin, à Athènes, les types, au bout d'un an, quand ils sont stratèges à Athènes, par exemple, ils doivent rendre des comptes. Et ils sont réélus chaque année. Et réélus s'ils le sont, parce qu'ils peuvent très bien être virés. Bon. Donc, il y a des comptes à rendre. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est que nous avons un État qui, en réalité, n'est pas du tout centralisé démocratiquement, qui d'ailleurs perd de plus en plus de prérogatives au niveau supranational et donne des prérogatives aux collectivités territoriales sans donner le budget qui va avec, soit dit en passant. C'est pour ça qu'on a des départements, des communes, des régions parfois en faillite. C'est pas par hasard. Donc on se retrouve dans un État qui se désosse lui-même tout en étant désossé par du supranational. Il y a des collègues qui travaillent sur les notions de néocorporation ou de collectif d'intérêt à des sens très larges. Hein. Ça peut être professionnel, familial, spirituel, etc. Est-ce que tu penses que ça, ce pôle, cette polarité qui pourrait fonctionner en mandat impératif et révocatoire, en transparence, avec des commissions citoyennes pour contrôler, etc., l'iségorie, l'équivalence de temps, de parole, de points de vue opposés, etc., est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir, non pas cette opposition centralisme, efficacité et municipalisme, la base en fait, il pourrait y avoir un troisième pôle qui serait cet ensemble des collectifs d'intérêts, professionnels, familiaux, spirituels, il y en a peut-être d'autres aussi, pour éviter justement cette bipolarité en fait, et finalement éviter la sclérose en fait du système et donner un mouvement interne, une énergie basée sur l'intelligence collective. De toute façon, tout ce qui peut empêcher une sclérose est indispensable, hein, parce qu'effectivement, aucun système n'est parfait, hein, il est faillible. Les collectifs d'intérêt, ça peut avoir un bel avantage, c'est que déjà ça permet de donner le pouvoir de réflexion, de parole aux personnes qui s'y connaissent. Je veux dire, si tu prends le cas des enseignants, on va être très clair, les enseignants à l'heure actuelle n'ont absolument aucun pouvoir. Et je dirais même, ils n'ont même pas le pouvoir de faire cours, pratiquement. Je sais de quoi je parle. Je le fais quand même, pas de souci. Mais, donc, sur ce principe, aucun problème. Simplement, tout ceci doit s'insérer dans une logique où des principes collectifs auraient été bien entendu déterminés, non seulement au niveau national, non seulement au niveau des communes, mais aussi au niveau des collectifs d'intérêt eux-mêmes. Mais en soi, si ça permet de faire vivre, si ça permet de faire une rotation en quelque sorte, une rotation de cadre, une rotation de mandat, etc., ça peut être une très bonne chose, parce qu'effectivement, quel est le danger, y compris au niveau municipal, hein, pas seulement au niveau national, c'est de se retrouver avec ce qu'on appelle des apparatchiks, des bureaucrates, quoi. Voilà le véritable danger. Et c'est vrai que parfois on se retrouve avec des bureaucrates, enfin même trop souvent, qui vont commencer à parler sur des domaines qu'ils ne maîtrisent absolument pas, dont ils ne connaissent rien du tout, et qui en fait ne vont pas écouter la voix ce que tu appelles les collectifs d'intérêt, c'est-à-dire de ceux qui sont opérationnels, qui sont vraiment dans l'activité, etc. Et moi je le vois en tant qu'enseignant. Je le vois très très bien en tant qu'enseignant. De toute façon, si notre voix comptait, ça se saurait depuis un moment. Donc on se retrouve dans des situations où en fait,
notre cœur de métier est littéralement désossé là aussi, où on ne prend absolument pas en compte la voix des enseignants, mais aussi d'ailleurs des élèves, voire même des parents d'élèves, moins sur certains plans on va dire. Donc ça peut être une solution pour justement donner une dynamique, permettre d'avoir un organe véritablement vivant. Et d'ailleurs j'ajoute à ce sujet que ça peut avoir un autre avantage, paradoxalement, c'est que ça peut déboucher progressivement sur ce que Karl Marx appelait le dépérissement de l'État. Parce que dans le fond, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'État n'est qu'une structure qui peut être d'ailleurs très contraignante, un monopole de la violence légitime, disait Max Weber, mais l'idée c'est que cet État soit progressivement amené à dépérir. Dépérir pour déboucher sur une société où justement le commun domine et où les communes dominent. Mais pour y arriver, eh bien, quand même, il est préférable de s'emparer des leviers du pouvoir, parce que si tu laisses faire un État sous contrôle de l'oligarchie, tu n'as aucune chance d'y arriver. Mais alors, dans le dépérissement de l'État, par rapport à la création monétaire, par exemple, par rapport à des concepts, qu'est-ce que doit être l'argent, un système d'échange, un système de thésaurisation, ou une marchandise comme les autres, on comprend que ça, ces problématiques-là, ces concepts peuvent être posés au niveau municipal, peuvent être posés au niveau des collectifs d'intérêt, mais est-ce qu'en priorité ne doit pas être posé par la puissance centralisatrice, on va dire, pour imposer les règles du jeu En définition. D'autant plus que c'est elle qui a délégué, tu parles de la monnaie, c'est elle qui a délégué avec le traité de Maastricht la puissance monétaire. Bon. Et quand je dis c'est elle, c'est qui? C'est l'oligarchie. En gros, ce sont ceux qui, aussi bien à droite qu'à gauche, enfin la fausse gauche, qui ont décidé de mettre fin à un élément de souveraineté de l'État. De l'État-nation en l'occurrence. Donc par définition, ça doit se passer à cette échelle-là pour s'emparer des... Depuis 1973, la souveraineté monétaire, elle a un coup dans l'aile. Même avant en fait, même avant. Parce qu'en réalité, il faut prendre en compte, encore une fois, que les politiques monétaires qui étaient menées ont toujours été menées de préférence pour les grandes féodalités économiques. Donc le problème majeur, il est là. Au moment du CNR, il y a vraiment la volonté de reprendre le pouvoir sur le contrôle de cela. Et comme par hasard, c'est depuis ce tournant des années 70 auquel nous assistons, l'introduction du néolibéralisme, où l'État se fait à la fois désosser et organise lui-même sa propre disparition, mais dans un sens favorable aux grandes féodalités économiques. Mais alors, quand tu parlais de la disparition de l'État, il resterait une structure Oui, bien sûr. Je parle d'ailleurs de dépérissement, parce que c'est le terme exact utilisé par Marx. Là, c'est carrément une volonté de faire disparaître, de réduire l'État à un niveau minimal chez ce qu'on appelle les minarchistes. Les minarchistes, c'est quoi? C'est un courant qui dit, bon, il faut vraiment que l'État soit extraordinairement minimal pour permettre la liberté économique totale, en réalité, de ceux qui ont les gros moyens de production, disons-le clairement. Il ne s'agit pas de s'attaquer justement aux grandes féodalités. Dans le raisonnement de Marx, le dépérissement de l'État, c'est le fait que, puisque l'État est désormais sous contrôle des travailleurs, démocratique, il va organiser la fin progressivement des contraintes étatiques sur lui-même, en gros sur les travailleurs. Et c'est ainsi que la gestion des affaires, pas de toutes, à un moment donné, il faut être capable de s'organiser pour se défendre. Et là, il faut une coordination au niveau national, il faut être très clair. Appelons ça confédération, actuellement. Il faut que ça existe clairement. Mais l'État, dans ses fonctions, on va dire, plus économiques, de liberté publique, etc., va progressivement dépérir pour laisser de plus en plus d'autonomie, justement, aux communes. Aux communes et aux collectifs d'intérêt. Voilà. Très intéressant. Merci, citoyens, pour tous ces éclaircissements, ces pistes de réflexion, ces éléments d'espoir aussi. Il y en a. On ne lâche rien, bien évidemment. Force et honneur. À très bientôt. À très bientôt à vous.